Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Claire Mann, Brian Roche et Daniel Perel. Chacun de ces orateurs va faire une courte présentation et ensuite nous aurons un débat. Claire Mann est directeur exécutif du groupe Human Rights et a une grande expérience en tant que défenseur des droits humains et a travaillé pour les Nations Unies et conseille son gouvernement. Brian Welch est stratégiste. Il travaille en inclusion au niveau des genres. Il a travaillé au niveau international avec de grands leaders internationaux, dont Desmond Tutu. Il a toujours travaillé sans relâche pour inspirer les jeunes, pour qu'ils deviennent des acteurs du changement et de la paix. Il a élaboré différents programmes en faveur de la paix et se concentre sur les actions qui visent à remodeler les conversations autour de la paix. Daniel Perel, quant à lui, travaille sur le développement social et durable, sur le changement climatique et sur l'environnement, sur la citoyenneté internationale, sur les droits humains. Il était partenaire de l'ONG Major Group et il a été au conseil de l'ONG pour le développement durable. Monsieur Perel est diplômé en droit et en diplomatie. Il a été admis au barreau de New York et il est coprésident d'une ONG, The Human We Need, et il a participé à la rédaction des documents sur la Déclaration pour une citoyenneté internationale. Je vous passe la parole. Merci Nick. Donc, chers amis, chers collègues, chers citoyens du monde, chers représentants de la société civile, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Et je les remercie, mais je pense que c'est une énorme responsabilité d'être la première à prendre la parole dans un forum tel que celui-ci. Et je voulais revenir sur ce sujet, revenir sur le concept de citoyenneté mondiale. Est-ce que cela veut dire pour moi en tant que militante des droits humains? Je travaille sur les droits humains depuis plus de 20 ans et sur cette période, j'ai travaillé avec beaucoup de communautés locales, avec beaucoup de défenseurs des droits humains au niveau local, avec ces communautés qui sont le plus en situation de risque et qui sont à l'avant-garde pour essayer de promouvoir et de protéger les droits humains pour tous et toutes. C'est un immense privilège pour moi que de travailler avec un grand nombre de leaders mondiaux sur les droits humains, des gens qui sont en mesure de vérifier que les décisions prises le sont en pensant aux droits humains et qui sont capables de réfléchir à ce que cela veut dire que d'être inclusif dans notre approche à la prise de décision. Donc, avec ce passé derrière moi, je voulais voir avec vous ce que cela veut dire que d'avoir ce sens de la citoyenneté internationale quand on parle de la défense des droits humains. C'est un contrat social, en fait. C'est accepter que tous, en tant qu'êtres humains, nous avons des droits et des responsabilités. Et ces droits et responsabilités sont, selon moi, le mieux articulés par une approche fondée sur les droits humains. Participation, responsabilité, égalité, non-discrimination, responsabilisation et état de droit. Dès lors que l'on prend une approche dans notre réflexion, quand on réfléchit à ce que c'est que la citoyenneté internationale, si l'on a ces valeurs des droits humains comme valeurs premières, nous allons adopter une approche qui sera
inclusive de manière inhérente et qui nous donnera beaucoup d'inspiration dès lors que l'on parlera d'éducation et de promotion de la citoyenneté internationale. Quand on parle d'inclusion dans le contexte des objectifs de développement durable, cela veut dire qu'on ne laisse personne sur le côté du chemin. Et dans nos efforts de citoyenneté mondiale, nous devons nous recentrer sur les personnes qui risquent le plus d'être laissées de côté. Et ça, c'est possible grâce à une approche fondée sur les droits humains. Cette approche nous montre comment nous pouvons tous être des partenaires efficaces et ce, quel que soit notre niveau, même les gouvernements. Les gouvernements doivent s'assurer qu'ils investissent pour ne laisser personne derrière. Et cela nous donne à nous, ONG, et à nous, membres de la société civile, une opportunité d'utiliser ce narratif. Les droits humains, ce n'est pas simplement se protéger contre le fait de faire des choses mal, c'est également participer à la mise en œuvre des droits humains pour tous. Et souvent, il y a une dichotomie. Et c'est l'idée derrière tout ce que je veux évoquer avec vous aujourd'hui. Cette idée de dichotomie. Quand on parle de droits humains, vous avez la dichotomie entre faire ce qu'il faut faire et s'assurer qu'on ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire. Et pour vous parler de ce que nous faisons, c'est l'un des défis que nous avons quand on parle de citoyenneté internationale, voir comment nous éduquons d'autres autour de cette notion de citoyenneté mondiale. Nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème de dichotomie et ce contraste entre deux aspects différents est un parfait exemple. Et le parfait exemple de tout cela nous a été montré dans la pandémie de Covid-19. C'est un parfait exemple. Pendant 2 ans maintenant, depuis 2 ans maintenant, avec cette pandémie dont nous souffrons, nous nous sommes tous retrouvés avec un sens profond de perte. Nous avons perdu des vies dans nos communautés et nous avons également vu grandir le fossé entre ceux qui ont un travail, ceux qui ont accès aux soins de santé et ceux qui ne l'ont pas. Donc nous avons vu grandir les inégalités et les dichotomies qui sont créées par ces inégalités sont encore plus visibles, permettent d'identifier encore plus facilement ceux qui sont le plus à risque d'être laissés de côté dans le développement. Donc, dans nos sociétés, nous avons vécu d'énormes changements qui ont été nécessaires à cause de la pandémie. Nous avons tous travaillé pour que les espaces deviennent plus sûrs, plus faciles à naviguer, plus inclusifs des personnes handicapées, avec le télétravail, avec les horaires de travail flexibles. Tout ceci faisait partie des revendications des travailleurs depuis longtemps, mais maintenant c'est la norme. Mais d'un autre côté, les personnes handicapées ont été les plus défavorisées par ces changements. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet facilement ou qui n'ont pas facilement accès à l'éducation en ligne, ceux qui n'ont pas accès à des environnements de travail qui peuvent tout à coup devenir virtuels, ce sont des gens qui restent désavantagés par la pandémie. Et cette incapacité à avoir accès à une protection sociale, à utiliser l'aide des travailleurs, des aides à domicile pour les personnes handicapées, tout cela a encore amplifié l'écart entre les groupes sociaux. Donc c'est là que nous voyons ce problème de dichotomie. Et donc notre idée de citoyenneté mondiale doit également tenir compte de quel niveau d'inclusivité nous voulons atteindre. Parce qu'une société peut devenir plus divisée. Par exemple, si l'on utilise les mots de la défense des droits humains, quand on parle de la protection des droits et des libertés des personnes, parce que la ligne est très ténue entre la protection des droits des individus et la protection du droit d'une communauté. Et on a vu certains groupes adopter le langage des droits humains et ce langage des droits humains est utilisé comme un outil par certaines communautés pour détruire l'inclusion. Donc quand je parle du rôle de la société civile par rapport à cette citoyenneté internationale, je voudrais que nous voyions comment nous pouvons continuer à valoriser la contribution des ONG, d'ONG comme la nôtre, et
dire combien il est important d'écouter les voix de la société civile et comment nous pouvons rééquilibrer tout cela contre les voix qui essayent de nous faire taire. Je, et puis, je ne peux participer à un forum tel que celui-ci sans vous parler de l'outil que nous utilisons qui est parfois utilisé contre nous pour nous faire taire. Par exemple, les technologies que nous utilisons, ce sont également les technologies qui sont utilisées pour nous surveiller et pour faire taire la société civile. Nous avons vu émerger plusieurs mouvements qui essayent de promouvoir une société plus inclusive et qui essayent de contribuer à la citoyenneté internationale. Mais pour réussir, nous avons besoin d'actions de plaidoyer pour nous assurer que les voix des personnes les plus en risque sont entendues. Ensuite, partout dans le monde, nous avons vu plus d'acceptation de groupes représentant la diversité et l'inclusion dès lors que l'on parle d'identité de genre, de diversité sexuelle. Mais d'un autre côté, nous avons également vu plus que jamais des violences par des acteurs étatiques et non étatiques contre les communautés LGBTQI. Donc, quel que soit le groupe dont on parle, nous devons parler non seulement du rôle de l'éducation, qui est évidemment fondamental pour aboutir à ce concept de citoyenneté mondiale, mais nous devons également voir comment nous pouvons nous assurer que l'aspect inclusion est une force positive. Comment nous pouvons nous assurer que nous sommes plus conscients du besoin d'inclure et que nous protégeons et que nous protégeons nos concitoyens et comment nous pouvons être de bons alliés sur ce chemin. Nous devons continuer à représenter ceux qui ont du mal à se faire entendre. Et si l'on considère que la lutte pour les droits humains, c'est un voyage, eh bien, nous devons l'inclure dans le voyage vers une citoyenneté mondiale. Et nous devons nous assurer que ce voyage vers une citoyenneté internationale est aligné avec le voyage pour l'atteinte universelle des droits humains. Nous devons nous souvenir que les droits humains, ce n'est pas simplement prévenir des problèmes, c'est également aboutir à la dignité humaine pour tous les citoyens du monde. Et c'est bien cela, les droits humains. Ce n'est pas simplement atténuer des conséquences négatives, mais c'est utiliser des moyens tels que l'éducation pour agir de manière proactive afin d'améliorer le monde. Donc, de mon point de vue, les réponses sont dans les valeurs qui sont à la base de l'approche en faveur des droits humains. Participation, responsabilisation, égalité et une compréhension partagée de ce qu'est l'état de droit. Et une approche inclusive à la citoyenneté internationale doit d'abord être participative et nous devons nous assurer que nous donnons à tous et à toutes la possibilité d'avoir un impact sur les décisions qui nous impactent. Donc, c'est un principe de responsabilisation qui va permettre de mettre les droits humains au cœur de notre approche en faveur d'une citoyenneté internationale. Thank you, Ms. Mahon, for that very interesting and passionate. Thank you, Ms. Mahon, for that. Merci beaucoup pour cette présentation passionnée et très intéressante. Et je pense qu'on peut tous retirer quelque chose de cette dichotomie que vous nous avez présentée de manière aussi brillante. Et c'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Il faut aussi penser en termes de déontologie, surtout à une époque où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est aussi bien une question de bon et de mauvais, et aussi de savoir faire la discrimination entre les deux. Merci beaucoup encore une fois pour votre présentation. Je vais maintenant donner la parole à Brian Roche, qui est président du Rotary Club aux États-Unis. Monsieur Roche, vous avez la parole. Merci Nick, merci aux organisateurs. Bonjour en direct de la Californie. Il est beaucoup plus tôt que chez vous à Paris. Je suis enchantée d'être là cet après-midi pour essayer de réfléchir à ce que ça veut dire que la citoyenneté mondiale. C'est vrai que nous sommes tous
interconnectés. Nous ne pouvons nous prévaloir d'être humains que si nous sommes ensemble. Et il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen du monde. Comme l'a dit Claire, l'idée, c'est d'avoir un développement qui ne laisse personne de côté. C'est faire en sorte que, en étant citoyen de cette planète qui est la nôtre, nous soyons aussi inclusifs que possible. Alors c'est vrai qu'on a tendance à exclure sur la base de l'identité de genre, sur le genre tel que nous le percevons. Alors c'est intéressant parce que dans le cadre de nos actions au niveau du Rotary Club, nous ne faisons pas de distinction basée sur le genre et nous adhérons aux principes selon lesquels tous les hommes sont nés libres et égaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que nous sommes tous fondamentalement égaux. Et cela me fait penser à euh, un voyage où se tenait justement une conférence sur les droits humains. Et dans ce pays, j'ai soumis l'idée que si ce pays souhaitait entrer dans le monde moderne, il fallait que les femmes et les petites filles soient davantage, et l'avenir de ces petites filles soit davantage pris en compte. Et à l'instant où j'ai quitté la scène à cet événement, il y a eu un retour de flammes épouvantable. Tout le monde sur Twitter en avait après moi. Je me suis fait lyncher pour avoir dit ça dans un pays donc que je ne citerai pas. Et tout ça pour dire que, suivant dans quel pays on se trouve dans le monde, l'égalité n'est pas perçue de la même manière. Aujourd'hui, les jeunes sont interconnectés. Suite à mon commentaire lors de cet événement, j'ai eu quantité de messages privés de la part de jeunes, de la part de gens de la communauté LGBTQ, de gens qui me remerciaient pour avoir pris la parole en ce sens. Néanmoins, c'est vrai que la communauté LGBT+ se trouve dans des circonstances difficiles, peuvent craindre pour leur vie. On est dans des risques, comme on le sait, de connaître la pauvreté, de connaître le harcèlement quand on fait partie de cette communauté, beaucoup plus que quand on fait partie des autres communautés. Ainsi que le FBI rapporte que 30% des crimes reposant sur la haine ont comme fondement l'appartenance de la victime à la communauté LGBT+. Et c'est quelque chose de majeur. Parmi les pays qui reconnaissent les droits, qui reconnaissent l'égalité, quel que soit le genre, quelle que soit l'égalité, les États-Unis en font partie, mais les choses ne sont pas aussi simples. La communauté LGBTQ+ n'est pas correctement représentée à bien des égards. Dans l'objectif, dans l'ODD 1, on recommande, on écrit qu'il faut éliminer toute forme d'exclusion, toute forme de pauvreté. Mais il faut savoir que la communauté LGBTQ+ est davantage soumise à la pauvreté sur la base de cette orientation que le reste de l'humanité. Et on sait que l'égalité de l'éducation n'est également pas la même si on participe, si on fait partie à cette communauté. L'ODD 8 promeut l'accès à l'emploi, l'accès à un développement, l'accès à une carrière productive, mais aujourd'hui, on a peu de pays dans le monde qui proposent une protection dans le monde du travail à la communauté LGBTQ+. Il n'y a pas si longtemps que ça, je travaillais pour une organisation et cette organisation estimait que j'avais l'air trop gay. Alors, dans ma vie, je n'ai jamais demandé à être mis en avant comme étant le porte-drapeau d'une communauté. Et je vois que
j'ai fait mon coming out à 19 ans. Ça fait 25 ans que je suis ouvert quant à mon orientation. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être trop gay? Ce que je suis aujourd'hui, ce que je projette, ce n'est pas une mise en scène. Est-ce que je suis trop gay? Est-ce que j'ai l'air trop gay? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été reproché par l'entreprise dans laquelle je travaillais par le passé. Et bien évidemment, c'est sûr que mon comportement, les mots que je choisis, la manière dont je me positionne sont probablement orientés vis-à-vis de mon orientation. Et depuis que je travaille pour le Rotary Club, ça a beaucoup changé la donne. Depuis que je travaille sur ces nouveaux projets, depuis que je travaille avec d'autres leaders, il n'y a plus du tout de problème. Et en fait, un jour, je me suis promis d'être moi-même, d'être fidèle à qui je suis au fond. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai eu la possibilité de travailler avec toutes sortes de personnes, y compris des gens qui ont reçu le prix Nobel, notamment prix Nobel de la paix. Et étant moi-même, étant fidèle à qui je suis, finalement, m'a bien servi. Je pense que nous avons besoin, en tant que membres de la communauté LGBTQ+, d'une voix, d'une plateforme. Je pense que la manière dont les cultures évoluent, c'est souvent de manière progressive. Et au fur et à mesure que nous devenons des citoyens du monde, il s'agit de voir comment on peut davantage inclure la communauté en tant que citoyen, mais aussi il faut qu'on travaille davantage sur le terrain. Il faut qu'on voit comment on peut aider ces communautés à vivre, comment par notre travail, par nos services, par nos projets, on peut les aider. Et je pense qu'il faut apprendre aux apprenants à reconnaître la valeur de la diversité. Aujourd'hui, je pense que l'avenir est quand même assez radieux et je vous invite à être authentique, à être vraiment qui vous êtes au fond de vous pour sortir de cette boîte, pour sortir et abattre un certain nombre de barrières, faire en sorte qu'il faut aussi agir. Il ne faut pas oublier que nous faisons tous partie de l'humanité. Mon humanité, votre humanité font que nous appartenons tous à la même espèce. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Brian, pour ce discours très personnel, mais aussi extrêmement motivé. Et j'aimerais retirer deux enseignements de ce que vous avez dit. Un thème que vous avez mentionné dès le début, un thème, vous connaissant personnellement, qui je sais vous est très proche, que nous ne pouvons être humains que si nous sommes ensemble, et puis votre appel à vivre de manière plus authentique, le fait qu'on peut être humain tous ensemble. Et vraiment, en ce sens, je vous remercie infiniment de votre présentation. Je vais maintenant donner la parole à Daniel Perel, qui nous parle en direct de New York. Monsieur Perel, vous avez la parole. Merci beaucoup Nick, merci aux collègues qui font partie du panel. Et avant de partager quelques réflexions, je voulais vraiment féliciter Claire et Brian qui m'ont précédé pour leurs travaux et qui sont vraiment de très bons exemples de ce qui peut être fait, quel que soit ce qui nous rend similaires et ce qui nous fait que nous avons notre singularité et qui ont montré à quel point il est important d'être fidèle à ce que nous représentons. Je vais, moi, peut-être me concentrer à un niveau un peu plus théorique, mais j'espère malgré tout contribuer et faire en sorte que collectivement, nos trois contributions nourrissent votre réflexion. Alors, je vais articuler mon propos autour de trois idées. Tout d'abord, le concept selon lequel les décisions que nous prenons en tant qu'individus sont basées sur des conceptions, des hypothèses, et ces hypothèses ne sont pas toujours parfaitement logiques parce que nous ne sommes pas des robots.
Le deuxième point que je veux développer, c'est que aujourd'hui, nous sommes à un tournant et il nous faut que nos approches actuelles changent parce qu'elles ne sont pour l'instant pas à la hauteur des besoins de l'humanité. Et la troisième idée dont je voulais vous entretenir, c'est que le concept de citoyenneté mondiale, malgré les énormes barrières structurelles sociales qui existent, représente aujourd'hui une source d'espoir et un potentiel pour progresser au-delà de la compréhension actuelle de l'humanité. Donc, je vais d'abord essayer de présenter le fait que nos décisions ne sont pas toutes fondées sur la logique. Nous considérons aujourd'hui que l'unité est un seul corps. C'est une image qu'on utilise généralement. Et chaque membre de la famille mondiale est un élément constitutif de ce corps et des comportements de ce corps. Donc, si on part du principe que vous et moi, on a un certain nombre d'actions que nous choisissons de manger à un moment donné, de fermer ou non notre maison lorsque nous partons, nous communiquons les uns avec les autres de manière différente. Donc, on a quand même un certain nombre de choses qui nous rendent différents et pour autant, on peut décrire pleinement les raisons pour lesquelles on agit de telle façon. Par exemple, ma fille de 18 mois, à 18 mois, a été renversée par un chien et depuis, elle a mortellement peur des chiens, même si elle ne se souvient pas de cet incident. On peut se dire que ce que l'on fait dépend aussi peut-être de ce que l'on apprend à l'école. Peut-être que ce sont les enseignements religieux de ceux que nous considérons comme des puissances supérieures, ou peut-être que on peut imaginer que les actions de l'humanité dans son ensemble sont également déterminées par certains facteurs ou une combinaison de ces facteurs. Et au final, il faut bien entendu souligner que la famille humaine, le corps humain tel que je le représentais, est extrêmement complexe. Chacun de nous contient des milliards d'éléments constitutifs, chacun a des priorités et des objectifs différents et certains sont même contradictoires, mais lorsqu'on travaille de concert, il y a une certaine harmonie. De même, dans le corps de l'humanité, la diversité est nécessaire à notre vitalité, à notre ingéniosité, à notre progrès. La diversité est là pour œuvrer à l'amélioration de l'humanité tout entière. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment pouvons-nous, d'abord en tant qu'individu, mais ensuite en tant que société, comment pouvons-nous modifier notre comportement? Ce qui me pousse à réduire ma consommation de viande, par exemple, c'est l'accumulation de preuves que la dépense climatique est insoutenable et que la crise est urgente au point de mériter ce sacrifice, le fait de ne plus manger de viande. Et puis, après avoir vu un ami ayant eu un accident de vélo parce qu'il roulait sans casque, je ne peux plus rouler sans casque. Par analogie, quelles sont les leçons que l'on donne à l'humanité et de quoi sommes-nous capables en tant qu'espèce, que sommes-nous capables d'apprendre? Comment pouvons-nous faire évoluer notre conscience collective afin de nous débarrasser de nos idées préconçues et d'encourager de nouvelles habitudes? Les enseignements sont désormais tout à fait clairs. Nous sommes interdépendants au plan économique. Les échanges de biens, de services et de capitaux, l'interdépendance biologique, la propagation universelle des maladies, les impacts du changement climatique. Il ne fait aucun doute que nous formons un seul corps. Ce qui m'amène au deuxième point, le fait que nos approches actuelles ne sont pas à la hauteur des besoins de l'humanité aujourd'hui. Nous avons un destin commun en tant qu'espèce et ça peut sembler simpliste, mais si on poursuit l'analogie que j'ai commencé au début, à savoir que nous sommes un seul corps, un corps humain, lorsque je me cogne l'orteil ou lorsque je me coupe le doigt avec un papier, tout mon corps réagit, bien que la douleur et la lésion soient locales. Donc il y a un moment où mon corps examine l'incident et détermine s'il faut une action pour éviter cette douleur. Et il en va ainsi de l'humanité. Si chaque partie du corps conserve son autonomie en tant qu'entité, l'existence dépend de la coordination harmonieuse des différentes parties. Et donc, en d'autres termes, à ce stade de l'évolution de l'humanité, nous sommes capables de voir la nécessité de nous comporter collectivement avec des appels à la solidarité mondiale dans le monde entier en réponse à la pandémie. On sait que les limites des frontières politiques que nous avons établies sont remises en question à la lumière des problèmes du changement climatique. Et nous avons aussi un destin
commun qui est aujourd'hui remis en question par des comportements inadaptés aux besoins d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, une fois de plus, à un tournant. Nous avons l'ingéniosité et la capacité de créer un vaccin qui peut éviter la propagation de la pandémie, mais on peut aussi mettre en place des systèmes de distribution mondiale de ce vaccin. Et pourtant, lorsque on met en correspondance les systèmes dépassés du nationalisme, la recherche du profit, nous sommes tout à fait incapables de faire en sorte que le vaccin soit correctement distribué. Sans parler évidemment du défi que représente le scepticisme vis-à-vis du vaccin lui-même et le fait qu'il y a un manque de confiance qui passe parfois de génération en génération. Donc aujourd'hui, on peut dire que la psyché collective de l'humanité est d'une certaine manière analogue à la psyché d'un individu et il faut trouver une façon de tirer des enseignements des dernières crises. Et je pense que la première étape pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est de changer les récits, la manière dont on a raconté les histoires qui donnent lieu à des actions. Il faut que nous nous assurions que les nouveaux récits changent et soient mieux à même de modifier nos comportements. Et c'est ici que l'éducation devient cruciale. Nous avons besoin d'une éducation au sens le plus large possible. On parle évidemment d'éducation scolaire, mais aussi d'une éducation à comment on envisage les médias. L'éducation, ça peut aussi être à travers des conversations avec d'autres, en particulier entre les jeunes générations et les générations plus âgées. Et c'est aussi valoriser le changement plutôt que de considérer le changement comme étant une menace pour notre identité. Et une menace pour notre identité que le changement n'est pas. Il y a 40 ans, à l'occasion de la création de la journée pour la paix, les Nations Unies ont invité l'humanité à envisager un nouvel ordre humain et à faire en sorte que chaque humain se sente part d'une grande famille, une grande famille de l'humanité. Et à l'époque, aujourd'hui, évidemment, nous sommes en 2021, alors que c'était en 1995 que cette journée a été créée. Il faut continuer en ce sens. Et cela m'amène d'ailleurs au troisième point de ma présentation, au fait que même si nous sommes confrontés à un grand nombre de défis, la citoyenneté mondiale est un concept qui est aussi une source d'espoir. C'est un défi, bien sûr, pour les systèmes, pour les différents systèmes qui sous-tendent toutes nos sociétés, que ce soit dans le cadre de l'acquisition de biens matériels, d'argent, de pouvoir, d'influence. Nous avons des systèmes et des structures qui réduisent la capacité de l'humanité à voir notre espèce comme un collectif. À cause de ces systèmes, on a donné la priorité à la concurrence, à l'intérêt personnel, au détriment du bien-être de l'ensemble. Et je pense qu'il faut une meilleure compréhension de l'humanité, la notion que nous sommes tout à fait interdépendants. Et qu'il faut, ce n'est pas parce qu'on se préoccupe du bien-être du reste de l'humanité que notre propre bien-être va en être détérioré. Et c'est de la même manière que je le montrais avec le corps humain, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une concurrence entre les différents organes. Il faut qu'il y ait un sens de solidarité entre les hommes et il faut que ceci soit augmenté et favorisé. Et je pense que c'est là que se trouve le rôle de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Nous avons le devoir de présenter aux générations actuelles et futures les leçons que nous avons tirées. Nous devons modifier nos idées préconçues, modifier les structures. Et soit on peut continuer à subir les défis mondiaux de plus en plus graves, ou au contraire, il faut que nous fassions preuve d'un leadership courageux à la hauteur des besoins de l'humanité actuelle. Et donc, on est parti de cette idée que les défis actuels nous poussent à
revoir nos idées préconçues. Et je pense que l'enseignement à l'éducation citoyenne, la citoyenneté mondiale, est une grande chance pour toute l'humanité. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Perel. J'ai beaucoup aimé l'analogie que vous avez faite de reconnexion entre les différents membres d'un même corps. Et c'est vrai que collectivement, on est souvent très conscient de notre orteil qui heurte la table basse. Et c'est vrai qu'il est important de prêter oreille à tout ce qui se passe partout, même au fin fond de la planète. Vous avez parlé d'une notion d'unité, de ce qui fait que l'humanité est une, et Brian et Claire en ont parlé également. Et je voudrais maintenant essayer de faire le lien entre les trois orateurs en posant certaines questions. Je pense que la première qui me vient à l'esprit est la suivante. Quelle serait l'action individuelle que chacun peut mettre en œuvre pour aller vers plus de citoyenneté mondiale? Et vous allez avoir chacun 1 minute pour nous présenter une action concrète qui nous permettrait d'aller vers plus de citoyenneté mondiale. Claire, si on commence par vous. Merci, Nick. Alors, 1 minute. Vous faites bien de me limiter parce que je peux parler beaucoup plus longtemps qu'1 minute. Alors moi, ce que j'encourage comme action, c'est d'amplifier la voix de ceux qui sont autour de nous. Je pense que nous devons être des militants de la citoyenneté mondiale et nous devons être aussi des alliés entre militants. Donc, si on a une plateforme, il faut parler. Et si on n'a pas cette plateforme, il faut la réclamer. Et je pense que quand on a autour de nous des gens qui n'ont pas la chance d'avoir cette plateforme, eh bien, il faut leur prêter notre plateforme pour qu'ils soient entendus. Merci beaucoup, Claire. C'était très succinct, mais je pense aussi très juste et très important ce que vous avez dit. Brian, une action pour la citoyenneté mondiale. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, au regard de tout ce qu'on a entendu, au regard aussi de la situation occasionnée par la pandémie, nous sommes dans un monde en changement. Je pense qu'il faut s'engager et réclamer une protection sociale pour tous les gens qui n'en ont pas aujourd'hui dans le monde. On voit aujourd'hui que nous sommes tous interconnectés. Cette pandémie nous a interconnectés, mais nous ne sommes pas tous égaux. Nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. La protection sociale, je pense, c'est vraiment la clé. Et je pense qu'il faut aussi se concentrer sur l'éducation. Avec l'éducation, il est important de ramener les jeunes, les apprenants à l'école. Et c'est vrai qu'il y a besoin des deux choses, à la fois de l'éducation et d'une protection sociale dans le sud au sens large. Donc, ramener les enfants à l'école et aussi une protection sociale pour le plus grand nombre. Puis-je aussi demander à Daniel Perel quel serait son commentaire? Mais avant que je pose cette question, je suis enchantée que vous trois soyez présents à ce panel. J'ai la grande chance de vous connaître tous les trois personnellement et c'est vrai que je me réjouissais de votre discussion. Elle ne me déçoit pas. Alors, mon action, eh bien, c'est de prendre les deux actions déjà mentionnées par les autres orateurs. Et les potentialiser. Je pense que l'idée aussi, c'est de ne pas travailler en silo, ne pas travailler de manière chacun dans son coin. Il faut que l'on trouve un moyen de ne pas rester que dans l'endroit où on se trouve à l'aise, essayer d'être davantage conscient de ce qui se fait à côté, parce que ça va nécessiter une modification des normes et ceci va encourager un travail beaucoup plus inclusif. Super, merci infiniment. Je voudrais aussi vous poser une autre question à vous trois. Vous avez dit que la société civile est la clé du changement. Vous l'avez tous souligné, l'importance de la société civile. Vous venez tous de milieux différents, votre histoire est différente. Et même au plan géographique, vous n'êtes pas au même endroit sur la planète. Claire, à votre avis,
Pourquoi les ONG, pourquoi les associations de la société civile sont aussi importants? Pourquoi leur rôle est aussi crucial? Pourquoi est-il important de travailler à la fois avec les États membres, les gouvernements, mais aussi les ONG? En quoi ce partenariat est-il unique? Alors, je vais encore une fois donner 1 ou 2 minutes à Claire. On nous a aussi demandé qu'après cette discussion, on ait une pause de quelques minutes avant de passer à la suivante. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de rester concis pour avoir le temps de prendre une petite pause après vous. Alors, c'est une question très importante, certainement. Savoir quel est le rôle que jouent les ONG et en quoi la société civile est différente des décideurs et des États membres, par exemple. Alors, je pense que c'est parce que la société civile, les ONG, on a une vision à long terme et on est souvent présent sur le terrain depuis longtemps. Quand on pense au ressort du militantisme, les gouvernements en sont souvent limités par le mandat qui est le leur, le mandat d'un député, le mandat d'un président. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour toujours. Ils sont conscients du temps, ils sont conscients des échéances électorales et par conséquent, leurs priorités ne sont pas les mêmes. Les entreprises pensent aussi au profit qui va être ramené aux actionnaires et là aussi, du coup, leur chronologie, leur préoccupation temporelle n'est pas la même que la nôtre, membres de la société civile. Et je pense que nous, ce qui nous différencie des 2 groupes précédents, c'est justement le long terme. On n'a pas peur de dire ce que nous espérons voir plus tard. Nous n'avons pas peur de faire un plaidoyer pour des choses qui sont relativement loin dans l'avenir. Et je pense réellement que c'est un élément clé. La société civile s'inscrit dans le temps long. Et nous sommes souvent ceux qui sont le plus pointés du doigt pour ce que nous faisons. Et on nous pointe du doigt quand justement on essaie de faire changer les choses pour changer les choses à long terme. Merci. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. J'adore le lien que vous faites avec ce que vient de nous dire Brian avec son expérience directe. Et Daniel, vous avez une très belle expérience de travail avec Ecosoft à New York, une ONG, et également, comme on l'a dit, vous avez fait partie de l'équipe qui a rédigé le travail de la conférence sur la citoyenneté internationale. Comment répondriez-vous à ce que vient de dire Claire et comment agiriez-vous? Je souriais, Claire, quand vous parliez parce que vous avez abordé des sujets que j'espérais pouvoir apporter. Donc, bien entendu, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Je voudrais juste rajouter un élément, c'est ce qui nous motive, qui diffère de ce qui motive les politiques ou les entreprises privées. En tout cas, pour ma part, on sait que dans ces 2 sphères, vous avez des acteurs qui ont des niveaux de motivation très sincères, mais leur maître étalon, le maître étalon qu'ils utilisent n'est pas forcément à la hauteur. Donc, nous n'avons pas de cycle politique, nous n'avons pas à remettre des rapports tous les trimestres. Et tout cela peut effectivement avoir un impact sur la capacité de ces acteurs à agir. Et je ne pointe le doigt sur personne ici. C'est simplement un constat. Je sais qu'il y a des millions de personnes qui sont d'accord avec nous et cela nous donne une grande responsabilité. Nous devons prendre le système tel qu'il existe pour pouvoir le changer, mais nous devons également démontrer ce qui est possible grâce à notre comportement. Et c'est là que nous, acteurs de la société civile, faisons face à un défi énorme parce que nous devons essayer de montrer l'exemple. Nous devons le faire pour le bien de l'humanité sans pour autant éliminer les différentes composantes de nos sociétés. Nous devons montrer comment nous pouvons avancer ensemble et nous pouvons le faire car nous espérons que tout le monde sera prêt à faire le premier pas. Les leaders politiques, les leaders économiques qui ont gagné
dans le système aujourd'hui ne vont pas œuvrer pour le changer. Donc à nous d'apporter la preuve de ce qui peut être changé. C'est un énorme défi, mais c'est également une très belle responsabilité. En tout cas, c'est ce qui me motive, c'est ce qui motive beaucoup d'entre nous à continuer à mener la lutte, même si le mot lutte est un mot de conflit, mais je le garde et je persiste et je signe. Merci. Eh bien, nous accueillons aussi les représentants des gouvernements et des délégations permanentes à l'UNESCO qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que nous en avons au moins 3 parmi nous et nous apprécions votre participation et nous souhaitions vous remercier. Brian, des personnes que je connais, vous êtes certainement dans une position unique parce que vous travaillez avec la société civile, avec les gouvernements, avec des célébrités, avec des leaders économiques. Donc, quelle est votre perspective sur ce que viennent de dire Claire et Dan? Merci, Nick. Je ne suis pas en désaccord. Oui, la société opère d'une perspective légèrement différente. Maintenant, nous, les ONG, on est encore redevable à nos donateurs et quelquefois, on doit faire face à ces obstacles. On ne sait pas comment aborder telle ou telle chose. Et je pense que c'est là que, pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec le Dalai Lama, avec différentes personnalités, car j'ai à chaque fois été en mesure de faire avancer la cause et de démontrer ce qu'il était possible de faire. Donc oui, moi j'ai pu travailler et je pense que l'une des choses importantes, c'est que nombre d'ONG, notamment celles qui travaillent avec l'UNESCO, sont des ONG qui ont un profil très important. Et parce qu'elles sont des organisations non politiques, elles sont en mesure de rencontrer des leaders internationaux et toute une diversité de personnes qui peuvent influencer le changement, qui ont cette capacité à entamer des débats qui sont sans doute, et ce d'une manière qui serait sans doute plus compliquée pour celles et ceux qui travaillent dans les bureaux de ces gouvernements. Donc oui, je pense que nous devons continuer à travailler avec la société civile pour continuer à avancer. Néanmoins, nous devons identifier des moyens qui vont nous permettre de combiner ce travail au travail des gouvernements, au travail des leaders d'opinion pour que le changement se produise littéralement. Merci. Je pense que nous venons de vivre une séance extrêmement intéressante qui a sans doute ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Et moi, ce que je retire de tout cela, c'est que je pense qu'aucun d'entre nous ne pensons qu'il puisse être positif ou productif que de positionner la société civile comme étant en conflit ou comme luttant contre les gouvernements. Nous savons qu'il faut une possibilité d'être une voix différente. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, je parlais de l'historique de ce mouvement d'action. Mon organisation, c'est à laquelle je suis membre, nos membres ont passé une résolution en 1953 qui s'appelait Citoyens du monde et responsabilité des femmes. Et ça revient à cette idée de citoyenneté mondiale. Et c'est donc prendre part au processus politique, c'est prendre position en tant que militant, c'est se battre pour la protection sociale, c'est aller au-delà des silos. Et je pense
que nous avons fait un sacré bout de chemin, mais que la Covid nous montrait combien le chemin qui est devant nous est encore long. Et si nous regardons les objectifs de développement durable et si nous regardons le concept de citoyenneté mondiale par le prisme de la Covid, nous ne pouvons que voir combien certaines personnes sont laissées de côté dans le monde et pas forcément dans les endroits les plus évidents. Donc, sur ces mots, je vous propose de clore cette session. Nous allons maintenant prendre une petite pause de quelques minutes et nous allons revenir à 15h40 par une séance qui sera présidée par mes collègues Olga et Thaïs du comité de pilotage. Avant cela, je souhaite remercier Claire, Brian et Daniel pour votre contribution à notre forum aujourd'hui et j'espère pouvoir vous retrouver en réel et en chair et en os très bientôt. Merci à toutes et à tous. Hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus de la pause. Je sais que vous nous rejoignez de partout dans le monde. Merci à Nick et à tous les intervenants du débat précédent qui a été très intéressant. Bien entendu, je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses dans le chat, car après cette séance, nous aurons le temps de poser des questions et de poser des questions à nos panélistes. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la fonction questions-réponses. J'ai également le plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette discussion où nous allons parler d'éducation à la citoyenneté mondiale. L'un de nos objectifs est de présenter l'objectif de citoyenneté mondiale. Je pense que la plupart d'entre vous en avez déjà entendu parler, mais pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent, je voulais simplement vous rappeler ce que veut dire l'éducation à la citoyenneté mondiale. Comme vous le savez tous, nous sommes tous aujourd'hui très interconnectés et le phénomène ne va que s'accroissant. Mais comme le disaient les participants au débat précédent, nous continuons à avoir des menaces sur la durabilité, à avoir des inégalités croissantes. Au niveau international, l'UNESCO doit prendre en charge ces questions d'éducation pour responsabiliser les jeunes, les apprenants, à devenir des acteurs actifs d'un monde et d'une société plus inclusive, plus tolérante. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Yasmin Knight et Taz Kueres qui sont très liés à des communautés jeunes et qui sont leaders pour promouvoir les valeurs de la citoyenneté mondiale. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos membres du panel. Monsieur Rindra Paroma Palumai nous rejoint du Sri Lanka. Elle est jeune, elle représente la zone Asie-Pacifique dans la fondation du Duc d'Édimbourg. Elle représente le prix pour dans les programmes de mobilisation des gens et elle travaille avec 6 grandes organisations ainsi que l'OMS et la Fondation des Nations Unies. Elle a une expérience de 6 années. Elle travaille avec des jeunes dans différents programmes et au niveau des communautés. Elle assure responsabilité des jeunes en leur donnant les rênes de différents programmes de leadership et a permis la responsabilisation de ces jeunes. Bienvenue Parindra. Bienvenue Yasmine. Yasmine, vous représentez une ONG qui s'appelle Businesswomen International.
Vous êtes à la tête de ce mouvement des jeunes femmes entrepreneurs au Royaume-Uni. Vous avez également travaillé au sein d'une ONG pendant 12 ans où vous avez été présidente, vice-présidente et directrice de différentes communautés. Vous êtes data scientist, ce qui est une compétence non négligeable pour votre travail. Bienvenue Yasmine. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Thaïs Parus, qui est représentante des guides et scouts depuis 1980, qui fait également partie du forum non formel qui a convoqué les plus grands acteurs de l'éducation informelle. Elle est également élève de l'Institut de Genève et a consacré ses études et sa carrière à la cause des droits humains, des migrations et de l'éducation. Et elle va animer la session d'aujourd'hui avec moi. Donc, maintenant, passons à notre débat sur la citoyenneté mondiale et sur l'éducation. Ma première question sera sans doute un peu personnelle. Mesdames, Yasmine Farinja, à quel moment dans votre vie vous êtes-vous passionnée pour la question de la citoyenneté mondiale? Et je pense que je vais vous passer la parole, Yasmine. Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir aujourd'hui. En fait, il est difficile de mettre le doigt sur un moment spécifique dans ma vie. Le concept de citoyenneté mondiale est encore assez nouveau pour moi et je ne peux pas prétendre avoir entendu parler de ce concept il y a longtemps et de m'être dit « Ah ben oui, bien sûr, je suis citoyenne du monde ». J'ai été éduquée dans les Caraïbes et c'est un privilège que d'être éduquée, de recevoir son éducation dans une île des Caraïbes parce que vous venez d'une île si petite qu'il est impossible de ne penser qu'à votre petite île. Vous êtes obligé de penser à la région, à votre hémisphère, et du coup, vous apprenez la géographie de beaucoup de pays à travers le monde. Et je ne peux pas dire que même à ce moment-là, c'est le moment où je me suis dit, ça y est, je suis citoyenne du monde. Et quand j'ai étudié pour mon master, j'ai eu la possibilité d'étudier le tourisme durable. Et lorsque j'ai appris des choses sur le développement durable, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à différentes choses en me disant, mais comment est-ce que je peux être moi plus durable? Je ne sais pas si j'étais à ce moment-là consciente du concept de citoyenne du monde, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je suis devenue une citoyenne du monde et que je me suis dit, eh bien, il y a des choses que je peux faire bénévolement et que je peux faire pour avoir un impact sur la planète. Donc, récemment, j'ai participé à une conférence sur le développement durable et c'est devenu un domaine d'intérêt très fort pour moi parce que je veux voir comment, à mon niveau, je peux avoir un impact sur la marche du monde et comment, en étant plus tolérante, je peux collaborer avec d'autres personnes à travers le monde et comment, tous ensemble, on peut résoudre des problèmes, ce qui est l'une des choses que nous voulons tous faire en tant que citoyens du monde. Merci infiniment, Yasmine. Narendra, vous allez nous parler d'un voyage dans votre vie plutôt que d'un moment. Comment ça s'est passé pour vous? Merci, Olga, pour cette très belle question. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Yasmine. C'était quelque chose de totalement inconscient pour moi. Très jeune, on m'a présenté des programmes d'éducation informelle, tels que le programme d'éducation des guides, puis le programme d'éducation du Duc d'Édimbourg. Et à ce moment-là, très jeune en âge, nous devions faire des choses très simples comme travailler avec les autres, être des citoyens actifs, comprendre le monde autour de nous. Mais quand, aussi jeune, on nous a présenté ce concept, c'est là que je me suis rendu compte que
nous avions tous les outils dont nous avions besoin en tant que citoyens du monde pour accueillir les cultures différentes autour de nous et pour réfléchir en tant qu'un tout et non pas en tant qu'unité séparée les uns des autres. Donc, à nous d'œuvrer pour nous respecter les uns les autres. C'est comme ça que je me suis familiarisée avec ce concept de citoyenneté mondiale, sans même savoir ce qu'était le concept. C'était une voie toute tracée pour mon avenir, en fait. Mais je pense que le concept lui-même m'a été présenté quand j'ai été élue pour être leader des jeunes émergents et que j'ai été élue à ce poste au niveau de la région Asie-Pacifique. Et c'est là que j'ai dû comprendre la diversité des communautés. Et lorsque j'ai pris la part, et c'est là que je me suis rendu compte que quand je parle en étant le porte-parole d'autres personnes, je ne parle pas en mon nom, ni même au nom de mon pays, mais de toute une région. Et tout à coup, ce concept a pris toute son ampleur. C'est là que je me suis rendu compte que l'on pouvait faire la différence. Merci infiniment. Merci Sandra pour cette réponse. Et ça m'amène à une deuxième question parce que vous avez parlé de votre cheminement personnel. Comment vous êtes-vous devenue citoyenne du monde? Quels conseils pourriez-vous donner aux ONG qui sont avec nous aujourd'hui pour leur permettre d'intégrer tout cela dans leur programme, dans le travail qu'ils sont déjà en train de réaliser? Comment faire en sorte que ce concept de citoyenneté mondiale s'intègre totalement à leur programme d'ONG? Merci pour cette question, Thaïs. L'une des choses que je voulais dire, c'est que lorsque je repense à qui j'étais quand j'étais plus jeune, grâce aux ONG de jeunes, cela m'a permis d'avoir une perspective internationale par le prisme de mon ONG. Ce que nous faisons aujourd'hui pour les jeunes, c'est poursuivre ce chemin. Car il m'est difficile de mettre des chiffres là-dessus, mais je sais que nous avons un impact. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi nous devons adopter ce concept de citoyenneté mondiale. Parce que si on ne regarde que notre petite communauté, on ne voit pas le besoin de ce concept. Mais dès lors que l'on travaille avec d'autres communautés à l'échelle internationale, on se rend bien compte qu'on en a absolument besoin. Donc, quand on parle du cadre que l'on utilise et de ce que font les autres ONG, ce que je vous propose, c'est de voir comment vous pouvez intégrer ce cadre pour vous assurer que vous permettez à des jeunes de relever des défis, parce que le monde est en constant changement. Les défis évoluent, la pandémie évolue, donc nous devons adapter le cadre de notre éducation afin que nous puissions mieux accueillir ce concept de citoyenneté internationale. Un petit conseil, c'est qu'on fait tous beaucoup de choses. Et cet après-midi, quand je réfléchissais à ce concept, je me disais que si on prenait simplement 5 minutes de pause pour réfléchir à l'impact que nous avons suscité au cours des années, alors nous pourrions nous rendre compte que nous avons donné naissance à de jeunes activistes, à de jeunes militants, à de jeunes acteurs du changement. Et peut-être pouvons-nous nous tourner vers ces jeunes à qui nous avons donné vie grâce à nos plateformes et avoir un débat avec eux pour voir comment nous pouvons ensuite réintégrer tout ça dans nos programmes. Tout cela va créer un sens de l'urgence et ensuite, il faudra prioriser les actions de nos ONG. Donc, il est important de donner crédibilité au travail que nous faisons en tant qu'ONG et d'y réfléchir et de retravailler avec les acteurs du changement que nous avons que nous avons fait émerger au sein de nos ONG. Merci d'avoir fait le lien entre le niveau international et le niveau local. Vous êtes avec les guides, moi je suis avec les éclaireurs et nous savons qu'au niveau local et au niveau international,
nous avons préparé les jeunes à devenir des citoyens du monde et à faire face aux défis du monde. Donc, merci d'avoir partagé cela. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Yasmine. Yasmine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous souhaitez partager l'expérience qui est la vôtre et nous dire comment les ONG peuvent intégrer cette éducation à la citoyenneté mondiale dans leur programme? Alors, je ne peux que répéter ce qui a été dit précédemment. Elle nous a bien montré comment nos ONG sont des ONG internationales. Et cela m'a amené à réfléchir aux ONG qui ne sont pas des ONG internationales et qui n'ont pas cette portée parce qu'elles n'ont pas d'organisation sœur dans d'autres pays, dans d'autres régions. Donc, mon premier conseil, c'est d'encourager les relations avec d'autres ONG similaires. Par exemple, si l'on parle de l'ONG qui est le Parlement des jeunes, il n'y a pas d'organisation internationale, mais il y a des parlements des jeunes dans d'autres pays, partout dans le monde. Et pour une organisation telle que celle-là, pour prendre cet exemple, si on pouvait mettre en lien tous les parlements de jeunes partout dans le monde, cela permettrait d'avoir un réseau entre les membres, cela permettrait aux membres de travailler sur des sujets qui sont des sujets communs. Et dans la programmation des activités d'une ONG, pour une ONG qui, encore une fois, n'est pas une ONG internationale, assurez-vous que vos projets, les projets que vous mettez sur pied pour vos membres, sont créés pour donner un sens de la perspective aux membres, qu'ils comprennent ce qu'est l'idée de cette citoyenneté internationale et qu'ils prennent bien conscience de leur rôle dans le monde. Alors oui, être une ONG locale, cela veut dire qu'on a des responsabilités au niveau local, mais cela veut dire aussi qu'il faut comprendre que les responsabilités vont bien au-delà du niveau local. Et si les ONG intégraient ces concepts de telle sorte que leurs membres aient une meilleure compréhension de la dimension internationale du projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre, et de l'impact que cela aura sur d'autres ONG, là, ça leur permet d'avoir une perspective et de comprendre le point de vue des autres. Merci Yasmine, merci d'avoir partagé tout cela. Eh bien, écoutez, avant de passer à la question suivante, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Yasmine, quand vous parliez d'encourager les relations, parce que pour tous nos participants qui sont à l'écoute aujourd'hui, je pense que c'est le parfait moment pour établir des ponts avec d'autres ONG. On a près de 400 personnes en ligne avec nous aujourd'hui, donc surtout utilisez cette possibilité et n'hésitez pas à poser des questions à nos panélistes. Alors, on passe à la question suivante, qui est en lien avec ce que vous disiez quand vous disiez que les ONG sont très occupées, qu'elles ont beaucoup de choses à faire et qu'en plus, il faut qu'elles fassent le lien entre le local et l'international. L'un des défis auxquels font face les ONG aujourd'hui, c'est comment prioriser l'éducation à la citoyenneté mondiale par rapport à leurs autres programmes. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a l'éducation à l'égalité entre les genres, l'éducation par rapport aux inégalités, par rapport à la discrimination. Donc, comment est-ce que les ONG peuvent prioriser la citoyenneté du monde par rapport à d'autres sujets qui sont de véritables défis en matière d'éducation? Donc, cette fois-ci, je passe en premier la parole à Yasmine. Merci. Donc, comme vous le disiez, je me souviens, je ne sais plus qui parlait, mais je me souviens de regarder une vidéo et la personne sur cette vidéo qui parlait de la quantité d'informations que nous avons à digérer, qui nous arrivent par les réseaux sociaux, par la vidéo. Et il y a trop de choses.
On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout voir. On peut en avoir la volonté, c'est génial, mais on n'est jamais qu'une seule petite personne ou qu'une seule petite ONG. Donc les ONG doivent se recentrer sur leur objectif. Par exemple, je fais partie de la Fédération des femmes entrepreneurs. Notre objectif vise à assurer le fait que les femmes ont l'égalité des droits, qu'elles sont protégées, etc., etc. Et je crois que les ONG doivent se recentrer sur leurs objectifs et ce faisant, elles vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de domaines qui se chevauchent. Et dans ce chemin qui va tous nous transformer en citoyens et citoyennes du monde, nous allons nous rendre compte qu'il y a des chevauchements avec d'autres domaines. Et tout va bien. Maintenant, recentrons-nous sur notre mission, sur nos projets, plutôt que d'essayer d'être du touche-à-tout. Mais il faut évidemment être très ouvert et savoir tendre la main aux autres ONG qui pourraient nous approcher. Merci Yasmine. Farindra. Alors encore une fois, je ne peux qu'être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yasmine. Et pour ma part, j'aimerais modifier un petit peu la question pour dire pourquoi nous avons besoin de prioriser nos programmes d'éducation à la citoyenneté mondiale, si vous en êtes d'accord. Eh bien, pour moi, c'est parce que un citoyen du monde, c'est un citoyen qui vit là où il vit, mais qui est interconnecté avec le monde et qui comprend que ses actions au niveau local ont un impact au niveau international. Donc, l'une des choses les plus importantes en étant un citoyen du monde, c'est de comprendre que nous devons nous respecter nous-mêmes et respecter les autres quelles que soient leurs croyances, et que ce n'est que comme ça que nous pourrons vivre en harmonie et que nous pourrons donc traiter de problèmes critiques au niveau local. Donc, et cela dans l'intérêt de tous et de toutes. Donc, je pense que nous devons commencer par mieux nous comprendre, mieux nous respecter. Et il est très important de bien comprendre qu'il y a 3 domaines d'éducation. Lorsque j'ai travaillé sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, et ces 3 aspects, c'était l'apprentissage comportemental, social et cognitif. Et ce que cela veut dire, c'est que nous pouvons proposer des compétences cognitives aux jeunes, des compétences pour résoudre des problèmes, mais nous pouvons également travailler sur les comportements. Comment intégrer ce concept de citoyenneté mondiale? Et nous pouvons également travailler au niveau émotionnel. Donc, nous devons prioriser les questions et comprendre les problèmes, mettre les choses en pratique, voir comment nous pouvons impliquer les jeunes en tant qu'acteurs du changement. Par exemple, je travaille à la fondation du Duc d'Édimbourg. Et ce que nous faisons, c'est que nous créons des personnalités équilibrées qui sont en mesure d'aller dans le monde pour résoudre les problèmes qui les passionnent. Et pour ce qui est de façonner des personnalités, nous, organisations qui travaillons pour promouvoir les jeunes, nous devons nous assurer que nous inculquons ces attitudes aux jeunes qui vont ensuite permettre aux jeunes d'accepter le fait qu'ils sont citoyens du monde et qui soient capables de se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils traitent d'un problème au niveau local, ils doivent réfléchir dans un contexte international. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je voulais donner. Merci d'avoir partagé tout cela.
Eh bien, Et comme vous l'avez cela déjà nous dit, c'est démontre vrai que que nous c'est sommes un confrontés à un gros certain défi que de nombre de prioriser défis, tout en cela. particulier lorsqu'il Ma s'agit question de suivante est créer une d'ailleurs en liste lien de avec priorités. cela, J'ai d'ailleurs parce une que deuxième nous question, une voulons question en relation avec cela. Je voudrais que vous nous fassiez part de vos réponses. Est-ce que vous pensez que nous avons tous les mêmes opportunités, les mêmes chances de devenir des citoyens mondiaux? Et qu'est-ce qui peut avoir une influence sur ce niveau d'opportunité? Alors, on va commencer par Yasmine, peut-être, si ça vous va. Alors, merci infiniment, Thaïs. C'est difficile de dire que nous avons les mêmes chances, les mêmes opportunités. Les choses existent, les ordinateurs, Internet et les nouvelles technologies. Ces choses existent. Après, la capacité de chacun à y accéder varie. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à toutes ces choses dont on a peut-être en effet besoin pour devenir un citoyen mondial. Quand on pense aux compétences du digital, tout le monde n'a pas accès à Internet. C'est un fait tout simple. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Et partant de là, je pense que, évidemment, c'est bien dommage que tel ne soit pas le cas, que les chances ne soient pas équitables, parce que c'est vrai que ça serait certainement fantastique que nous soyons tous des citoyens du monde, mais ceci ne dépend pas que des ONG, que des gouvernements. Évidemment, il faudrait que les gouvernements donnent accès à ces technologies, mais aussi fassent en sorte que les gens soient formés et accès à des nouvelles compétences. Et même toutes ces choses qui sont dans les ODD, l'accès à l'égalité entre les genres, l'accès à l'eau potable, etc., etc. Tout ceci est prioritaire. Avant de poser la même question à Tarindra, pour vous, quels sont les obstacles à devenir un citoyen du monde? J'ai aussi l'obligation de vous dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord l'une avec l'autre, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes d'accord dans les grandes lignes, et donc je vous rappelle que vous pouvez être en désaccord. Mais blague à part, pardon, à votre avis, qu'est-ce qui a une influence? Qu'est-ce qui peut être un facteur favorisant ou au contraire défavorisant? Alors, et merci pour votre autorisation à être en désaccord. Alors, je suis d'accord donc avec le commentaire de Yasmine, qui, je pense, fait écho aussi à ce qu'on a pu observer dans le cadre de la pandémie. Tout le monde n'est pas égal ou tout le monde n'a pas la même équité de chance. Il y a des domaines auxquels on n'a pas accès. Et c'est vrai que le rôle de la société civile, le rôle des ONG est de niveler ces différences. Et il y a bien sûr une responsabilité au niveau du système d'éducation, parce que là encore, ce sont les gouvernements, les différentes parties prenantes qui ont un rôle à jouer. Mais l'idée, encore une fois, est d'identifier les points de blocage, voir comment les ONG, la société civile peut faire du lobbying auprès des gouvernements de manière à ce que ces gouvernements comprennent l'importance de l'enseignement à la citoyenneté mondiale. Parce que moi, par exemple, je viens d'un pays d'Asie du Sud-Est, on se concentre beaucoup sur l'éducation dite formelle et on pense que les concepts théoriques sont probablement plus importants que ce qu'ensuite on en retire et ce qu'on peut appliquer concrètement. Tout ça pour dire qu'il faut se demander pourquoi inculquer la citoyenneté mondiale. Il faut vraiment rendre les choses concrètes. Alors, je pense qu'il faut commencer par tout simplement le système éducatif et faire en sorte qu'il y ait une éducation qui soit proposée, qui soit bien équilibrée entre des concepts théoriques et pratiques. Et c'est aussi les apprentissages sociaux, émotionnels, comportementaux,
cognitif, toutes les choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui peuvent être enseignées donc par le biais d'un enseignement formel ou informel. Et je pense qu'il faut une espèce de blend, il faut une espèce de mélange entre ces différentes modalités. Et c'est ça, je pense, qui sera de nature à niveler, à donner davantage des chances égales aux différents citoyens. Et c'est vrai que ça va aussi de pair avec l'accès à Internet, évidemment. Mais ce faisant, il y a aussi une meilleure compréhension du monde. Et cette meilleure compréhension du monde, nous en avons tous vraiment besoin. Merci, merci beaucoup, mesdames, pour vos contributions très intéressantes. Je vais demander à chacune des représentantes d'ONG de faire une petite conclusion, de donner quelques messages de conclusion. Mais ce que je retiens, c'est que vous n'êtes pas devenu à un moment donné un citoyen mondial. Ça a plus été le résultat d'une longue évolution. Et j'ai bien aimé la manière dont vous avez expliqué que vous n'êtes peut-être pas né dedans, mais que vous êtes devenu un citoyen mondial, une citoyenne mondiale, avant peut-être même de vous en rendre compte. J'ai trouvé ça très inspirant. Et Tarindra, vous avez dit aussi que les ONG doivent être le reflet de ce que nous faisons. Dans votre cas, vous favorisez des internats, des stages à l'étranger pour des étudiants et des étudiantes. Et bien sûr, plus en profondeur, au-delà de cela, vous créez des citoyens de demain, des citoyens du monde. Tout ceci, je pense, c'est effectivement un enseignement très utile que nombre de représentants d'ONG qui sont connectés aujourd'hui peuvent inclure dans leur problème. Alors c'est vrai, dans leur programme, c'est vrai qu'il y a des opportunités, beaucoup de priorités et il faut savoir prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut sélectionner, il faut choisir sa bataille et c'est vrai que vous avez bien expliqué cela, Tarendra. Je pense que tout ceci aussi, c'est beaucoup de travail. Et en tant qu'ONG, il faut se rendre compte que le travail sur l'égalité d'accès à cette notion d'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est un défi. Alors, une fois de plus, je souhaite vous remercier pour ces des discussions très inspirantes. On n'a pas beaucoup de temps, on aurait pu approfondir, mais que ce soit Yasmine ou Tarindra, vous êtes des femmes avec des plateformes qui sont visibles. Donc, je suis persuadée que les participants pourront vous consulter, vous contacter s'ils souhaitent poursuivre la conversation après ce forum. On va regarder maintenant. Nous attendons que l'équipe technique nous montre les questions qui ont été posées dans le chat. On a une question de Raphaël. Et peut-être que Yasmine ou Tarindra pourraient répondre à cette question. Le défi des langues. En quoi les langues sont un obstacle ou une difficulté à devenir un citoyen du monde? Est-ce que vous pouvez nous donner votre réflexion sur la question? Alors, Yasmine. Alors, j'ai peut-être besoin que vous clarifiez exactement ce que veut dire le participant. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que je suis locuteur natif de l'anglais. C'est ma langue maternelle. Et donc, apprendre une deuxième langue, je me souviens au collège que je voulais apprendre le français et l'espagnol, mais je n'ai pas pu parce que les programmes étaient conçus de telle manière dans ma ville qu'on avait le droit d'apprendre une seule langue en plus, à moins qu'il y ait au moins 10 étudiants qui voulaient apprendre une deuxième langue, ce qui n'était pas mon cas. Donc, au final, j'ai appris le français. Mais au final, on apprend cette langue qu'à l'école, qu'au collège, et la langue vous est présentée d'une manière qui ne vous amène pas à penser que c'est un outil pour toute la vie. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait partie de la citoyenneté au monde. C'est vrai que quand on choisit les sujets que l'on étudie au collège ou à l'école, pendant longtemps, on se dit que ça ne va pas servir si ce n'est à l'école. Donc, personnellement, j'ai jamais reparlé français. J'ai des amis français, je suis même pas capable de parler avec eux. Eux sont bilingues parce que leur système scolaire est différent, donc ils ont appris le français et l'anglais qu'ils parlent.
Et donc, je pense que le défi partout dans le monde, c'est que justement le système scolaire et le système éducatif est différent aux quatre coins de la planète et la manière dont les langues sont enseignées, la manière dont les langues sont présentées est très différente. Et donc, personnellement, je pense que dans les Caraïbes, nous avons une large part de la population d'origine chinoise, une large part de la population d'origine latino, donc qui parle espagnol, et aussi une population qui parle français, peut-être dans une moindre proportion. Et néanmoins, on parle tous anglais. Et on ne renforce pas l'importance qu'il y a à parler au moins une deuxième langue de la sous-région. Pour moi, je pense que c'est un problème, pour dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une langue soit plus importante que l'autre. Si on pense que la langue d'autrui n'est pas aussi importante que la vôtre, comment on va réussir à se parler? Donc, je pense qu'il faut un changement de perspective de la part des gouvernements, des ministères de l'éducation, qui sont ceux qui créent les programmes, qui créent les programmes éducatifs, et se dire que les matières qu'on choisit, alors on parle ici bien sûr d'une deuxième langue, mais aussi les matières que l'on apprend, elles vont être utiles, ces matières, au-delà du temps que vous allez passer sur les bancs de l'école. Et elles vont vous aider non seulement à avoir un impact sur le monde dans lequel vous vivez, et pas uniquement pour trouver un emploi dans la région où vous vivez, et peut-être ailleurs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit être fait au plus haut niveau du gouvernement et du ministère. Merci beaucoup, Yasmine. Nos panélistes précédents sont aussi présents. Daniel, Claire, peut-être voudraient répondre ou parler sur ce thème. Claire, je vous en prie. Alors, merci beaucoup, Olga. Je trouve que c'est une excellente question. Le rôle, le défi que représente l'apprentissage des langues. Et moi, je ne suis malheureusement plus sur les bancs de l'école, mais je suis originaire de Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'en matière de langue, on a essayé de préserver les langues indigènes et de préserver la culture indigène par le biais des langues. Alors c'est quelque chose que l'on voit dans de nombreux pays du monde et je trouve que c'est important parce que en tant que citoyens du monde, l'une de nos responsabilités est justement d'être inclusif de tous les citoyens, y compris les populations natives. Et il y a des langues qui permettent de comprendre, qui sont la porte d'entrée vers les cultures indigènes. Et donc, dans mon pays d'origine, dans mes pays d'origine, je suis tout à fait en faveur de l'apprentissage et de la préservation des langues indigènes. Merci, merci beaucoup. Je pense que nous allons passer à la question suivante, une question qui a été posée par Victor. Donc, comment atteindre la citoyenneté mondiale? Comment peut-on remettre en question une identité, l'identité qui est la nôtre à notre naissance, en fonction de l'endroit où on est né, en fonction de la langue qu'on parle, en fonction du pays où l'on habite? Comment remettre en question la citoyenneté avec laquelle on est né? Peut-être que vous pouvez lire la question sur le chat parce qu'elle est un peu longue et la formulation est quand même relativement complexe. Donc, je vous laisse lire la question. Alors, Daniel, je me permets de réagir. Et c'est pas pour monopoliser la parole, mais pour dire que nous sommes tous les détenteurs de plusieurs identités. Je suis un homme, je suis un frère, un père, je suis juif, je suis new-yorkais, je suis blanc. Donc, on est tous le dépositaire d'un certain nombre d'identités et aussi d'une identité mondiale. Et au final, aucune de ces identités n'est exclusive de l'autre. C'est plutôt une espèce de millefeuille d'identité. Ça dépend sous quel prisme on veut voir les choses. Et bien sûr, c'est ainsi que l'on commence l'analyse qui nous sommes. Et pour revenir à cette analogie avec le corps et les différents systèmes organiques du corps, le corps a toutes sortes de caractéristiques et chaque organe a des caractéristiques qui font la totalité. Et l'organe fait partie d'un corps qui a aussi une finalité. Donc, je pense que quand on parle de toutes nos identités, de toutes nos casquettes,
Je pense que d'un côté, c'est aussi une source d'opportunités. Et nous sommes à un moment dans l'histoire où nous avons regardé ce panel cet après-midi, un panel très divers, un panel justement qui est une traduction de cette diversité. Et je pense que nous sommes à une époque où on est capable justement de prendre en compte les différentes couches du millefeuille, apprendre à reconnaître la variété, la diversité. Et je vous reconnais chacune d'entre vous dans votre diversité, dans chacune de vos facettes. Je pense que ces différentes facettes, ces différentes opportunités ne sont pas en concurrence et au contraire, il faut essayer de renforcer, de favoriser la coexistence de ces différentes facettes. Alors maintenant que j'ai lu la question, dit Yasmine, moi je trouve que il n'est pas nécessaire d'aimer quelque chose pour remettre en question ou pour essayer de comprendre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour être tolérant. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux pour leur donner l'espace dont ils ont besoin pour être qui ils sont. Et on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout le monde pour avoir un état d'esprit qui soit mondial. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous avons d'ailleurs une dernière question. Et Tarindra, si vous me permettez de vous la poser, ça a été posé en français dans le chat. C'est une question qui est difficile, pour laquelle la réponse est difficile. Et ce participant demande comment on peut encourager les initiatives des jeunes gens dans le contexte d'une dictature, parce qu'il y a certaines libertés qui sont remises en question, qui ne sont pas à la portée de tous. Et donc, comment être un militant de la citoyenneté mondiale sans mettre en danger la vie de ces jeunes militants? Donc, est-ce que vous pouvez être brève dans votre réponse, même si c'est une question difficile? Alors, merci Thaïs pour cette question, une question vraiment très intéressante. Je suis tout à fait en accord, encore une fois, avec tout ce dont on a parlé. Et je suis d'accord que c'est une question difficile. Comment fonctionner dans un système dictatorial? Il faut se demander d'où vient cette dictature et voir quel est l'obstacle à cette éducation à la citoyenneté mondiale. Quand quand on essaie de mettre les jeunes gens sur le chemin de la citoyenneté mondiale, on essaie de trouver le moyen de créer une personnalité équilibrée, de permettre à quelqu'un d'émerger avec cet équilibre et quelqu'un qui va pouvoir exploiter pleinement tous ses potentiels. D'un point de vue psychologique, la dictature, il faut comprendre comment déjà cette dictature est là, comment elle se manifeste. Et c'est vrai que si on veut défendre la cause des jeunes, évidemment que les jeunes seuls ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Et je pense que de manière générale, il est important de parler, de prendre la parole tout en connaissant les limites et en faisant être en sorte que évidemment, cette citoyenneté mondiale, ce n'est pas un objectif qui sera atteint du jour au lendemain. C'est un processus continu. Donc, il faut petit à petit, à son rythme, faire en sorte qu'un maximum de personnes soient en accord avec ce concept, plutôt que d'avoir une approche par communauté. Donc, il ne faut pas se dire, bon, cette communauté est d'accord avec ça, cette nation est d'accord avec ça, cette orientation-ci, cette orientation-là. Il faut essayer vraiment de clarifier et de vraiment incorporer ce concept. Je dirais qu'il faut bien sûr continuer d'explorer les options, mais vraiment garder à l'esprit que c'est quelque chose qui ne va pas changer ou être mise en œuvre du jour au lendemain. Et si vous me permettez de compléter ce qu'a dit Yasmine, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un aperçu de la culture néo-zélandaise. J'ai eu un cours sur la culture des Maoris et je pense qu'être citoyen du monde, c'est aussi être capable de voir les différences et les richesses culturelles. Et quand je manque de
confiance ou quand je manque de motivation, je vais lire de la poésie ou je vais lire des aspects culturels de la culture maori qui me parlent beaucoup. Et je pense que la citoyenneté mondiale, c'est aussi être ouvert à ce que le monde peut nous offrir, parce que ainsi on peut mieux comprendre et on peut aussi s'améliorer. Merci encore une fois, Thaïs, pour cette question. Merci à tous et à toutes. Je crois que nous avons vraiment eu beaucoup de messages qui ont été communiqués, mais malheureusement, par manque de temps, nous sommes obligés de mettre un terme à cette discussion. Merci à tous. C'était un plaisir d'être la modératrice. Nous allons commencer dans quelques instants la session suivante. Merci, au revoir.